Bonjour et bienvenue à cette analyse. Aujourd'hui, on plonge dans des extraits d'un rapport analytique qui, franchement, a un titre qui frappe. Cybernétique et fraude monétaire. Et ce document-là, il propose une relecture, disons, assez particulière des grands événements économiques, politiques, surtout après 1973. Mhm. L'idée de base, c'est que des gros tournants, là, comme quand on a lâché l'étalon or ou bien le choc pétrolier, c'était pas juste des accidents de parcours, tu sais. Exactement. Notre objectif, ben, c'est de décortiquer un peu cette thèse du rapport. L'idée d'un genre d'ordre numérique secret mis en place volontairement. On va explorer ça ensemble. C'est ça. Le point de départ de l'analyse, c'est vraiment que la fin de la convertibilité du dollar en or en 71, puis ensuite le choc pétrolier de 73. Tout ça, ça serait des manœuvres planifiées. Le rapport met en cause certaines banques centrales, des grandes familles industrielles, on nomme les Rockefeller, les Rothschild. OK. Puis le but de tout ça, selon le rapport, ce serait quoi au juste? Ben, l'objectif qu'ils décrivent, il est comme double. D'un côté, faciliter une grosse sortie organisée du capital industriel vers des paradis fiscaux, là. Hmm. Puis de l'autre, mettre en place un système monétaire mondial basé non plus sur l'or, mais sur la dette perpétuelle. Ah ouais. Oui. Et le choc pétrolier qui, selon les auteurs, aurait été comme négocié en secret avec l'OPEP, ben ça aurait servi à redonner de la valeur à un dollar qui était pas mal dévalué parce qu'on en créait beaucoup, là. Intéressant. Puis après, le rapport, il se concentre pas mal sur l'année 1973 elle-même. Ils voient comme une convergence de trucs importants. Expert speaker. Oui, tout à fait. Le 11 septembre 73 est présenté comme un moment clé, charnière. Il y a eu le renversement du président Allende au Chili. Expert speaker. Comme le rapport, lui, il lie à un soutien de la CIA puis de certains groupes financiers. Ça aurait comme ouvert la porte pour tester le modèle économique ultra-libéral des Chicago Boys. Justement, les fameux Chicago Boys. Et au même moment, il y a un projet techno au Chili qui arrête net, c'est ça? Exactement, le projet Cybersyn. C'était super ambitieux, là, un système pour utiliser l'informatique pour gérer l'économie chilienne en temps réel. Ça a été abandonné. Mais le rapport avance que les idées de base, elles n'ont pas disparu. Elles auraient été récupérées par des think tanks, des groupes de réflexion anglo-saxons. D'accord. Et l'analyse souligne aussi une coïncidence qu'elle trouve notable, là. C'est l'achèvement, la même année, des tours du World Trade Center à New York. Ah! Ouais, vu ici comme un symbole de cette finance mondialisée qui naissait. OK, je vois. Le rapport continue sur cette lancée d'événements orchestrés, puis il réinterprète la révolution iranienne de 79. C'est ça. C'est exactement ça. La chute du Shah, puis l'arrivée de l'ayatollah Khomeini, s'est présenté moins comme une simple révolution populaire que comme une opération qui aurait pu être facilitée de l'extérieur. Pour quelle raison? L'objectif avancé par le rapport, c'est de permettre un transfert massif d'actifs. On parle de fonds souverains, d'or aussi, hors d'Iran. Hmm. Puis le rapport y voit aussi un avantage géopolitique, j'imagine. Ben oui. Amani suggère que mettre en place un régime théocratique hostile à l'Occident, ça aurait créé un adversaire idéologique bien pratique, tu sais. Pour justifier quoi? Mais pour justifier de maintenir des dépenses militaires élevées en Occident. Et en même temps, les élites industrielles iraniennes qui étaient proches de l'ancien régime, elles auraient pu se redéployer, mettons, vers les grands centres financiers mondiaux. C'est assez poussé comme théorie. L'argumentaire va même plus loin. Il fait un lien avec la technologie, avec des chercheurs. Oui, c'est un autre aspect intéressant de l'analyse. Elle parle de scientifiques allemands qui, après 45, se seraient réfugiés en Argentine ou au Paraguay. Pour continuer des travaux sur l'intelligence des systèmes, le contrôle comportemental, jusque dans les années 80. OK. Leur recherche, toujours selon le rapport, aurait été en partie récupérée par des agences américaines comme la DARPA, là, l'Agence de recherche avancée de la défense. L'expert speaker. Puis, et c'est là que ça devient encore plus surprenant, ces connaissances auraient été discrètement déménagées dès les années 90 en Corée du Nord. En Corée du Nord! Pourquoi, là? Parce que c'est une région riche en terres rares, ces minéraux qui sont essentiels pour les technologies de pointe. C'est du moins ce que le rapport avance. Wow! Revenons un instant au projet Cybersyn au Chili. Finalement, quel héritage le rapport lui donne? Mais même s'il a été arrêté, le rapport soutient que ses idées principales, le feedback en temps réel, l'interface entre la population puis la machine, elles ont survécu. Ben, l'analyse va jusqu'à tracer une ligne directe entre Cybersyn
Puis les plateformes techno qu'on connaît aujourd'hui, ici de Google, Palantir. Ah oui, quand même. Mais oui, on serait passé, selon cette logique-là, d'un rêve de gestion économique par l'État à une surveillance comportementale généralisée, mais faite par des entreprises privées. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, c'est quoi la conclusion générale de ce document analytique? Ben, la thèse fondamentale qu'il défend, c'est que 1973, c'est le début d'un nouvel ordre mondial, mais plus discret, tu sais. Il se caractériserait par quoi? Mais par l'érosion de la vraie souveraineté monétaire des États, par une gestion économique de plus en plus déléguée à des entités pas élues, qui s'appuient sur des outils cybernétiques, Ouais. donc un pouvoir qui se déplacerait. Exactement. Dans ce modèle que le rapport décrit, le vrai pouvoir, il se concentrerait autour de la maîtrise de l'information, de la dette, puis des algorithmes. Et ce système-là, toujours selon les auteurs, il se nourrirait de chocs planifiés ou provoqués. Il parle de 73, 79, puis il mentionne même 2001. Ah oui? Oui. Et de transferts secrets de savoir, de richesse, pour aboutir à une espèce d'administration mondiale invisible, algorithmique. Écoute, c'est une lecture des 50 dernières années qui brasse pas mal les idées reçues, hein? Ça laisse songeur quand même, hein? Assurément. Puis ça soulève une question, je trouve, en regardant cet argumentaire-là. Si des systèmes de contrôle, d'influence aussi complexes, aussi discrets que ce décrit-là, si ça existe ou si ça a pu exister, expert speaker, comment on fait pour distinguer dans le flot constant d'événements d'information ce qui pourrait être planifié, voulu, de ce qui est juste le hasard ou la complexité de l'histoire, tu sais? Hmm, C'est un méchant défi à notre époque numérique. Comment savoir? vraiment. Une question qui reste ouverte.